Le célèbre voyage de Vasco de Gama atteignit l'Inde en 1498. Il débarqua à Calicut, sur la côte de Malabar. Cet événement ouvrit une route maritime directe de l'Europe vers l'Inde. Il contourna habilement les anciennes routes terrestres établies. Ce fut véritablement un tournant historique dans les interactions mondiales. Il changea fondamentalement et pour toujours la nature du commerce international. Cette arrivée marqua le début d'une présence maritime européenne durable. Elle inaugura de fait une ère nouvelle et transformatrice de connexion mondiale. L'objectif principal des Portugais était de contrôler le commerce des épices. Les épices comme le poivre, les clous de girofle et la cannelle étaient extrêmement précieuses. Ces denrées valaient quasiment leur pesant d'or sur les marchés européens. Le Portugal cherchait désespérément à dominer ce commerce lucratif. Cette puissante ambition motiva leur expansion déterminée vers l'Est. S'assurer le commerce des épices était un impératif économique. C'était crucial pour la couronne portugaise et pour le prestige national. Le Portugal, bien que petit, nourrissait de très grandes ambitions mondiales. Une concurrence féroce existait déjà dans l'océan Indien. Les marchands arabes dominaient depuis longtemps les routes complexes des épices. Les commerçants vénitiens distribuaient ensuite ces précieuses épices à travers l'Europe. Les Portugais cherchèrent audacieusement à briser ce monopole existant. Ils désiraient un accès direct aux sources de ces épices. Atteindre cet objectif signifiait que le conflit était quasi inévitable. Par conséquent, ils se préparèrent méticuleusement à une guerre navale d'envergure. Une nouvelle puissance européenne s'élevait résolument à l'horizon. L'ordre commercial anciennement établi faisait face à un défi sans précédent. La stratégie initiale du Portugal consistait à établir des enclaves côtières. Cochin, sur la côte de Malabar, devint une base initiale clé. Plus tard, Goa fut capturée et transformée en leur capitale asiatique. Il ne s'agissait pas de tentatives de vastes conquêtes territoriales. C'était plutôt des points maritimes stratégiques, soigneusement choisis. Ces bases permirent au Portugal d'exercer un contrôle sur les voies maritimes vitales. Elles servirent également de dépôts de ravitaillement cruciaux et de redoutables bases navales. Cette approche pragmatique définit clairement la construction de leur premier empire maritime. Le Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, était un sultanat remarquablement prospère. Il fut dirigé indépendamment par de puissants sultans musulmans pendant des siècles. La région était connue pour sa grande prospérité et son pouvoir considérable. Le Gujarat possédait une tradition mercantile forte et profondément ancrée. Ses nombreux ports, comme Surat et Cambay, fourmillaient constamment d'activités. Les navires du Gujarat naviguaient régulièrement vers l'Afrique, le Moyen-Orient et au-delà. Il constituait un carrefour majeur et dynamique pour le commerce international. La richesse considérable du Gujarat était célèbre au loin et à la ronde. Les Portugais reconnurent rapidement l'immense potentiel stratégique et économique du Gujarat. Ces riches textiles de coton étaient très réputés à travers l'Asie et l'Europe. L'indigo, une teinture précieuse et d'autres marchandises y étaient également abondants. Les Portugais désiraient ardemment accéder à ces marchés rentables. Le Gujarat était ainsi considéré comme une pièce maîtresse de leur grande stratégie dans l'océan Indien. Le contrôle des routes commerciales du Gujarat signifiait la possibilité de profits considérables. Ils planifièrent donc leurs actions ultérieures avec grand soin et précision. Les forts étaient absolument centraux dans les plans d'ensemble des Portugais en Asie. Ils construisirent systématiquement de solides fortifications côtières pour protéger leurs intérêts. Diu, un port insulaire au large de la côte sud du Gujarat, était un enjeu majeur. Il fut finalement acquis en l'an 1535. Cette acquisition intervint après des négociations prudentes et une pression militaire considérable. D'autres postes portugais clés comprenaient Chaul, Daman et Bassein.
Ces établissements fortifiés aidèrent à garantir efficacement leurs intérêts commerciaux croissants. Ces établissements portugais n'étaient pas des colonies au sens traditionnel du terme. Il ne s'agissait pas de vastes étendues de terres conquises. Le Portugal, petite nation, manquait de main-d'œuvre pour des conquêtes à grande échelle. Ils préférèrent intelligemment une stratégie d'établissement d'un contrôle côtier stratégique. Leur objectif principal restait concentré sur les ports importants et les routes maritimes cruciales. Cette approche s'avéra à la fois efficiente et très efficace. Elle leur permit de maximiser leurs ressources limitées disponibles. Elle assura également leur domination croissante dans les activités de commerce maritime. Les Portugais introduisirent un système connu sous le nom de cartaz. C'était essentiellement un laissez-passer naval ou une licence. Tous les navires indiens locaux étaient tenus d'acheter un cartaz. C'était nécessaire s'ils souhaitaient naviguer dans l'océan Indien. Sans ce laissez-passer portugais, les navires risquaient d'être attaqués. Leurs précieuses cargaisons pouvaient être confisquées par les patrouilles portugaises. Le cartaz était un instrument clair de contrôle maritime. Il affirmait efficacement la domination portugaise sur les mers de la région. Le système du cartaz eut plusieurs impacts significatifs sur le commerce régional. Il généra directement des revenus considérables pour la couronne portugaise. Plus important encore, il contraignit les dirigeants locaux et de nombreux marchands. Ils durent reconnaître formellement l'autorité et la puissance portugaise en mer. Certaines entités locales résistèrent à cette imposition, ce qui mena à des conflits. D'autres choisirent de se conformer pour protéger leurs intérêts commerciaux. Le système remodela indéniablement les schémas traditionnels du commerce de l'océan Indien. C'était un signe clair et sans ambiguïté d'une nouvelle puissance. Les alliances avec les dirigeants locaux étaient absolument cruciales pour l'expansion portugaise. Un exemple clé est le pacte de 1535 avec le sultan du Gujarat. Le sultan Bahadur Shah faisait face à une menace sérieuse de l'empire moghol. Il sollicita donc l'aide militaire portugaise contre cet ennemi redoutable. En retour de leur aide, il céda à contre-cœur le port de Diu. Ce fut un coup de maître stratégique majeur pour les Portugais. Cela renforça considérablement leur position dans l'ouest de l'Inde. Cela leur assura une installation portuaire vitale et bien défendue. Ces alliances, cependant, étaient souvent assez instables et temporaires. Elles reposaient typiquement sur des besoins et des calculs immédiats et pragmatiques. Elles étaient rarement fondées sur des amitiés à long terme ou une confiance profonde. Les Portugais furent constamment pragmatiques dans leur politique étrangère. Ils exploitèrent habilement les rivalités locales et les conflits internes. Cela leur permit d'obtenir des avantages stratégiques et d'acquérir des territoires. C'était une pratique courante chez les puissances coloniales européennes. Les Portugais se révélèrent être d'habiles diplomates autant que des guerriers. Ils naviguèrent avec adresse sur les sables mouvants de la politique indienne. Les autorités portugaises encouragèrent souvent les mariages mixtes dans leurs établissements. Les hommes portugais, soldats et commerçants, épousaient fréquemment des femmes indiennes locales. Cette politique officielle avait plusieurs objectifs sous-jacents pour l'État. Elle aida significativement à créer des communautés de colons stables outre-mer. Elle remédia aussi efficacement à la pénurie persistante de femmes européennes. Ces unions interculturelles façonnèrent profondément la société coloniale locale émergente. Un nouveau tissu social mixte commença à émerger dans ces régions. Cette pratique mena à la formation d'un groupe connu sous le nom de casados. Le terme casados désignait les hommes portugais mariés. Ces hommes choisissaient de s'établir de façon permanente en Asie, particulièrement en Inde. Ils formèrent progressivement une classe d'élite locale distincte et influente. Les casados étaient souvent profondément impliqués dans le commerce régional et l'administration locale. Ils jouèrent un rôle crucial et aux multiples facettes dans les colonies portugaises. Ils agissaient comme intermédiaires
jetant des ponts entre les cultures et sociétés européennes et indiennes. Leur loyauté première, cependant, restait généralement envers la couronne portugaise. La présence portugaise entraîna également d'importants changements culturels. La christianisation était un objectif clé et explicite de l'État portugais. Divers ordres religieux devinrent extrêmement actifs dans leurs territoires asiatiques. Les missionnaires jésuites et franciscains, entre autres, établirent de nombreuses missions. Ils construisirent diligemment des églises, des séminaires, des écoles et même des hôpitaux. Ils tentèrent activement de convertir des segments des populations indiennes locales. Cette entreprise religieuse eut un impact durable et complexe sur la région. En conclusion, l'impact portugais sur le Gujarat fut principalement stratégique. Il ne se caractérisa pas par la conquête de vastes territoires intérieurs. Au lieu de cela, ils se concentrèrent méticuleusement sur l'obtention du contrôle maritime dans la région. Leurs efforts se focalisèrent sur les ports clés et les routes commerciales vitales. Malgré cette empreinte territoriale limitée, leur influence fut indéniablement significative. Cette influence se fit sentir économiquement, culturellement et aussi religieusement. La présence portugaise remodela fondamentalement les dynamiques complexes de la région. Ces changements allaient résonner pendant de nombreux siècles à venir.